Bonsoir. Bienvenue à cette première soirée de SMPTE, chapitre de Montréal, en 2015. Mon nom est Daniel Collin. C'est la première fois que j'anime une de ces soirées. Et on débute en canon. On a un sujet extraordinaire ce soir. On va parler de technologies émergentes pour la signalisation, pour les commerciaux et la télévision everywhere, excusez l'anglicisme. Puis, avant de commencer, j'aimerais ça remercier en premier TVA pour nous accueillir dans ces beaux studios. Puis, la soirée est commanditée par Imagine Communication et Grass Valley. Puis, nous allons commencer par la présentation sur les technologies émergentes, comme j'ai dit tantôt. Puis, ça va être suivi après ça par une visite guidée des installations de TVA Sport. Alors, pour commencer, j'aimerais vous présenter François Gourville, qui travaille chez Grass Valley depuis plusieurs années. Puis, il a été Product Manager pendant plusieurs années avant de devenir Product Market Segment Manager, quelque chose comme ça. Puis, il a été très impliqué dans le développement de la technologie puis les façons de faire de la SCTE 104-35 que nous allons discuter. Alors, sans tarder, je laisse la parole. Ah, puis je voulais vous dire qu'on vous a remis une petite manette qui est... je vais te la prendre. Puis, lors de la présentation, c'est une petite manette ici. Puis, lors de la présentation, il va y avoir des sondages. Il y en a, je pense, 2. Seulement 2. On expérimente cette technologie-là. Puis, lorsqu'il y a le sondage, il va y avoir des questions que vous êtes posées, puis vous allez répondre de 1 à 4 ou 1 à 5. Vous avez 30 secondes pour le faire. Vous appuyez juste sur le chiffre, puis vous avez répondu. Puis, au bout du 30 secondes, bien, on montre les résultats interactivement de ce que les gens ont répondu. Alors, on va voir ce que ça donne. Et sans tarder, vas-y, mon cher François. Bonsoir. Alors, le sujet, Daniel y a fait référence, les évolutions dans les technologies de signalisation, SCTE 104 et SCTE 35 pour la télévision OTT, Over the Top. J'ai vraiment cherché à traduire les termes, puis il n'y a pas grand-chose qui avait l'air de coller. Alors, en fait, je vous avertis, c'est une présentation que Daniel et moi avions préparée l'automne dernier, c'était en septembre. On avait, organisé un webinar, donc c'est principalement une activité de promotion qu'on fait envers nos clients, envers les clients de Grass Valley. C'est un peu pour exposer des nouveautés, des tendances dans l'industrie, puis évidemment de positionner Grass Valley dans tout ça. Mais en fait, c'est ça, c'est le résultat d'un travail d'équipe. Et dans le fond, je vais faire référence à certains projets, sans trop nommer chez qui les projets ont été mis en service. Mais on en parlait plus tôt. Il y a des gens dans la salle qui sont ici, qui sont plus nécessairement chez Grass Valley et qui avaient eu des implications, pas mal avancées dans le développement de ces solutions-là. Donc, sans plus attendre, un peu de perspective en termes de l'industrie de la télévision et les joueurs comme tels, et comment les choses se sont déplacées et continuent de se déplacer. C'est le Television Food Chain, un de mes mentors, M. Michel Proulx, qui a, pendant des années, qui a présenté au même groupe ici ces notions-là. Celle où, dans le fond, la télévision l'industrie de la télévision consiste en différents joueurs. Vous allez vous reconnaître, ce n'est pas tellement compliqué, mais ça commence tout à fait à gauche avec les créateurs de contenu, donc dans un contexte nord-américain ou surtout américain, les studios d'Hollywood, les grandes organisations de médias qui créent du contenu, des Warner Brothers, Sony Pictures et compagnie, et qui, depuis des années, ont des relations d'affaires avec les plus grands réseaux.
des réseaux nationaux, je les appelle Network Broadcasters, donc aux États-Unis, NBC, CBS, Fox, vous les connaissez, puis il y en a d'autres à travers le monde. Donc des réseaux qui ont en fait des mandats qui vont au-delà d'une région, qui sont dans le fait sur l'étendue d'un territoire au complet. Et notamment aux États-Unis, puis jusqu'à un certain point ailleurs dans le monde, mais la présence d'organisations commerciales, dans le fond, qui œuvrent principalement dans la diffusion locale, les local broadcasters, donc les call letter stations aux États-Unis. Et en bout de ligne, tout à fait vers les gens qui consomment la télévision, les distributeurs, donc les Vidéotron, les Comcast, Time Warner, ainsi de suite. Donc, vous connaissez encore des noms de ce côté-là qui sont présents aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Et dans l'évolution, au cours des années, il y a à peu près une vingtaine d'années, il y a eu un nouveau format de chaînes qui ont été mises à l'antenne, les cable channels ou les chaînes spécialisées, les chaînes thématiques, les CNN, Discovery, Animal Planet de ce monde. Et il y a une sous-classe de groupes, de compagnies, c'est des gens qui sont spécialisés à faire la diffusion ou la mise à l'antenne de chaînes, en fait, qui appartiennent à différents groupes de médias. Ce sont les play-out service operators. C'est surtout des compagnies qui ont en fait une grosse relation d'affaires historiquement avec les satellitaires. Donc, ils ont des bandes, ils contrôlent une bande passante satellite, ils font la distribution de contenu, mais ils se sont spécialisés au cours des années pour d'offrir des services d'opération, des opérations de mise à l'antenne. Et c'est très fréquent dans le monde, c'est un peu moins présent aux États-Unis et en Amérique du Nord, mais Encompass est une grosse société américaine qui œuvre partout dans le monde. En Angleterre, en Europe, je dirais c'est plus fréquent. Ça fait plus partie du modèle européen ou asiatique. Mais en tout cas, tout ça pour mettre les choses en perspective puis montrer qu'il y a pas mal de joueurs qui sont impliqués dans la distribution de télévision linéaire ou traditionnelle. Et justement, pour faire un petit aperçu à ce qui se passe aux États-Unis, en fait, la réalité aux États-Unis, c'est particulier aux États-Unis, c'est que les chaînes locales aux États-Unis sont pour la plupart propriété de ce qu'on appelle les station groups. Donc, des compagnies comme Gannett, Media General, Gray. C'est des compagnies qui souvent, là, ont évolué, sont le résultat d'une évolution de compagnies qui étaient associées à la presse. Donc, Gannett en est une, qui est propriétaire de USA Today. Souvent, il y en a d'autres, le News Press Gazette. C'est des compagnies qui avaient, depuis des années, une représentation locale avec leurs journaux locaux, qui avaient une relation très étroite avec les agences de publicité pour la publicité dans les journaux locaux. Et dans le fond, dans les années 40 et 50 aux États-Unis, ils ont tout de suite vu la possibilité de continuer à vendre la publicité, mais sous forme de publicité télévisuelle. Et au cours des années, c'est comme ça qu'ils ont évolué. C'est en faisant l'agrégation de plusieurs stations de télévision locales. Et maintenant, ce sont des grosses organisations médiatiques qui, dans le fond, contrôlent les chaînes dans tous les marchés importants aux États-Unis. Donc, tout ça, c'est vraiment l'aperçu des joueurs principaux impliqués dans la distribution de contenu télévisuel traditionnel de façon linéaire. Mais évidemment, le sujet de la soirée, c'est qu'il y a un gros bouleversement par rapport à la façon que les gens consomment le contenu télévisuel avec l'arrivée, il y a quelques années, du over-the-top et donc la télévision sur web, mobile, sur différentes plateformes, qui se fait souvent en parallèle avec les méthodes commerciales qui sont déjà existantes.
Et on a vu des nouveaux joueurs apparaître, vous les connaissez, Netflix et compagnie. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que ça a donné naissance à des différents types de joueurs qui, eux aussi, offrent des services de gestion de contenu, de distribution de contenu. Des compagnies comme Akamai, Lightweight, Kaltura, Bright Cove, des gens qui spécialisent justement des plateformes de online video platforms, gestion de contenu, Pixel est un exemple, et les CDN, les Content Delivery Networks. Donc, c'est tout un écosystème qui s'est, dans le fond, qui s'est créé au cours, je dirais, des 5, 6, 7 dernières années et qui sont maintenant, en fait, des joueurs, je dirais, à peu près connus de l'ensemble des types de télédiffuseurs aujourd'hui qui sentent le besoin, ont vu le besoin et qui ont implémenté des services de distribution de leur contenu, mais de façon non linéaire, donc over the top et sous d'autres versions. Donc, première question, en fait, c'est un peu pour sonder vos impressions, vos préférences. Pesez pas tout de suite sur vos cliquettes parce que j'ai quand même fait l'effort de traduire les questions. Mais je trouvais que ma traduction, souvent, c'est des termes qui étaient un peu boiteux. Alors, je pensais vous lire les questions en anglais, puis ensuite vous laisser voter en français. Donc, la question, c'était quel est le plus important facteur, selon vous, qui est à la base de cette évolution, de ce besoin d'offrir un service de TV Everywhere. Donc, la version française, c'est quel est le facteur principal qui motive votre organisation, une organisation média, à offrir un service de TV Everywhere ou over the top? Alors, les choix sont, est-ce que c'est principalement, selon vous, est-ce que c'est vraiment le facteur principal? Est-ce que c'est question de générer des revenus supplémentaires? Là, vous pouvez voter. Là, j'ai lancé des revenus supplémentaires selon publicité. 2, des revenus sous forme d'abonnement. 3, exposer un contenu, le contenu sur un maximum de plateformes. Est-ce que c'est plus large? Est-ce que c'est 4, une évolution dans les habitudes de consommation de la télévision? Ou 5, est-ce que c'est un autre facteur? Donc, il y a une cinquantaine d'entre vous qui avez voté. Et là, en principe, on va avoir les résultats. Ah! Donc, 59% d'entre vous pensez que ce sont justement une évolution des habitudes de consommation. Alors, Daniel était présent lors de notre première présentation. C'était à peu près la même chose. Je sais pas, je dirais probablement que vous êtes plus, en général, plus penché, mais c'est souvent les résultats qu'on obtient. Alors, merci beaucoup. Ça confirme un peu ce que je pensais personnellement. Donc, les défis auxquels font face les télédiffuseurs, justement, qui sentent le besoin d'offrir un service over the top, depuis à peu près 4 ou 5 ans, c'est peut-être plus le cas maintenant, mais je faisais beaucoup de lectures sur le web de projets de projets pilotes qui étaient considérés, tout ça. Pour des organisations publiques, peut-être que c'était peut-être pas toujours une donnée principale, mais surtout chez les télédiffuseurs privés. Pendant à peu près 3 ou 4 ans, les gens disaient, on aimerait peut-être lancer un service, mais on n'est pas sûr qu'on puisse vraiment établir un modèle rentable. Donc, il y a eu un certain piétinement, là, je dirais, depuis 4 ans, face à la mise en service du over-the-top. Et je dirais que ce piétinement-là, tous les articles, c'était toujours monetization. Est-ce qu'on peut vraiment générer des revenus ou établir un modèle d'affaires par rapport à ça? Et en fait, ce que moi j'ai constaté, ce que je pense qui s'est passé, c'est que, bien sûr, l'aspect commercial, l'aspect dollars et revenus et dépenses et profits et tout le reste demeure un facteur, mais je crois que, je dirais que depuis 48 mois, depuis 2 ans, on dirait que ce facteur-là a pris le bord, simplement parce que la plupart des télédiffuseurs, les
les télédiffuseurs principaux ont en fait décidé de démarrer quelque chose, et les autres ont senti le besoin d'emboîter le pas. Et donc, depuis 2 ans, on dirait que le focus ou les préoccupations se sont déplacées vers d'autres facteurs qui sont probablement tout aussi importants que l'aspect revenu. Donc, toutes les notions de gestion de contenu, les droits de distribution sur différentes plateformes et surtout l'aspect opérationnel, c'est-à-dire comment établir dans le fond, des règles d'opération au sein de nos équipes existantes ou est-ce qu'on doit réorganiser nos méthodes de faire pour assurer ces services-là de façon continue, adéquate et en fait fournir une bonne qualité de contenu et de service. Et c'est surtout les 2 derniers aspects, là, les questions de droit et les questions d'organisation, de fonctionnalité, dans le fond, sur lesquels on s'est penché depuis 2 ans. Un à côté, en fait, vous le savez, je représente Grass Valley. Grass Valley, on était Miranda et on se préoccupait, moi personnellement, je m'étais toujours côté diffusion, distribution. Et souvent, nos collègues de ce qui était autrefois Grass Valley avaient beaucoup de relations par rapport à la production télévisuelle, notamment dans les petits marchés, les marchés des télévisions locales. Et au cours des années, eux aussi avaient développé des fonctions, puis avaient justement vu au niveau, non pas des grands diffuseurs, mais des petites stations télévision aux États-Unis, les télévisions locales, les mêmes préoccupations quant à, peut-être pas au niveau des questions de droit, parce que les stations locales aux États-Unis qui veulent voir à remettre ou à publier leur contenu de nouvelles locales sur toutes les plateformes, ils font face ils font certainement face à des questions de profitabilité de leurs services. Question de droit de contenu, il y en a un peu, mais certainement au niveau d'opération, operational efficiencies, c'est un facteur principal qui joue énormément. Alors, c'est un à côté, je vais pas regarder cet aspect-là ce soir, mais c'est tout un aspect particulier disons que duquel on pourrait tirer ses propres conclusions. Donc, le défi, justement, que j'expose ici, c'est ce qui concerne les droits de distribution de contenu. Donc, le diagramme qui est ici, dans le fond, il est là pour essayer de représenter ce que j'appellerais une chaîne de diffusion typique en amont et en aval d'un émetteur satellite. Donc, il y a la chaîne de diffusion, l'encodeur MPEG, un modulateur RF qui alimente le satellite pour faire la distribution d'une chaîne nationale. Et depuis quelques années, on a vu l'apparition d'une chaîne parallèle à la chaîne de diffusion linéaire. C'est celle qui implique les transcodeurs pour prendre le contenu MPEG et le transcoder pour qu'il soit en format Adaptive Bitrate, les routeurs de contribution, les serveurs, le CDN et tout ce qu'il faut pour que le contenu, justement, soit mis à la disposition des gens qui le consomment, mais de façon locale, donc les caching servers. Alors, simplement pour illustrer le défi ou la réalité qui est que les télédiffuseurs qui ont établi depuis des années des droits et des contrats de diffusion de certains contenus pour leur chaîne linéaire, en fait, se trouvent à bien des égards à avoir des restrictions. On leur impose des restrictions quant à la possibilité de diffuser le même contenu, mais sur un iPad. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est un film... c'est quel film? C'est un film qui appartient à qui? Ça fait partie de... Enfin, c'est ça. C'est les studios d'Hollywood, dans le fond, qui avaient accordé à certains télédiffuseurs les droits de diffuser le film, mais
qui se réservent ou se sont réservés les droits de les distribuer sur d'autres plateformes. Donc, les droits de diffusion. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, ça ne concerne pas le droit de diffusion, mais ça consiste en fait à déterminer si le contenu comme tel a un format qui se prête, qui est adéquat pour la diffusion sur autre chose que la télévision linéaire. Donc, ça représente une publicité de voiture avec les petits caractères qui ne sont pas tellement faciles à voir, mais qui évidemment seraient probablement impossibles à voir sur un téléphone portable, un téléphone intelligent. Et vous le savez, là, les publicités de produits, des médicaments, les produits pharmaceutiques, je crois qu'aux États-Unis, vous avez peut-être vu la publicité que ça représente. C'est des pages et des pages d'avertissement. Alors, le contenu dans ce cas-ci doit être, enfin, le télédiffuseur doit prendre en considération le contenu comme tel et son formatage avant de déterminer si c'est adéquat de transmettre ce contenu-là. L'aspect des sports, ça fait des années que ça existe. Il y a des mécanismes qui avaient été établis depuis des années, notamment là, ESPN aux États-Unis qui fait la diffusion de beaucoup de sports. Il y a le terme du blackout, donc c'est la restriction de diffusion de certains matchs sportifs dans certains marchés. C'est très dynamique comme méthode. On nous a dit que dans certaines ligues de sport, si au cours d'un après-midi, par exemple, le propriétaire d'une équipe de baseball à San Diego considère qu'il n'y a pas assez vendu de billets pour le match qui est présenté ce soir-là, il a le droit de déterminer qu'un blackout va être imposé sur la télédiffusion, la diffusion du match de baseball dans le marché en particulier. Donc, ça représente que pour les télédiffuseurs, il faut qu'il y ait non seulement des mécanismes de contrôle et de substitution de contenu qui soient établis, mais que ce contrôle-là soit en fait établi et effectué à la toute dernière minute. Donc, souvent, là, c'était par le biais de modifications au décodage au niveau du récepteur satellite. L'IRD comme tel recevait un signal du diffuseur, d'ESPN par exemple, avisant que pour telle période de temps, que le décodeur devait en fait décoder un deuxième ou un programme alternatif. Donc les gens dans un certain marché, au lieu de voir le match de football ou de basketball qu'ils auraient peut-être voulu voir, se retrouveraient à voir une rediffusion d'un ancien match. Donc c'est un mécanisme qui était déjà en place, mais qui en fait, je dirais, où le problème est davantage est exacerbé et davantage renforcé avec la distribution sur plusieurs plateformes. Notamment, il y a des gens d'RDS qui nous disaient qu'avec les changements de droits de diffusion, les ententes de diffusion des matchs de la Ligue nationale de hockey, c'est des facteurs que TSN et RDS ont dû considérer il y a quelque temps, là, au cours de l'automne. Donc, l'aspect de contrôle géographique du contenu. Alors, dans le fond, pour ces défis-là de contenu, de droit de contenu, de savoir si le contenu a un format qui est adéquat pour une distribution, l'industrie en général, il y a à peu près 3 ans, a commencé à regarder les mécanismes qui seraient exploitables. Et dans le fond, l'industrie s'est penchée sur les mécanismes qui étaient en place, c'est-à-dire la signalisation SCTE 104 et SCTE 35. Et dans le fond, les comités se sont rencontrés pour s'entendre sur une évolution des normes pour justement essayer d'offrir plus de fonctionnalités sur des mécanismes qui étaient déjà en place pour justement essayer de mieux gérer le contenu
et rendre les choses le plus automatisées possible. Donc, ce que je voulais à ce point-ci, c'était un peu montrer cette évolution-là au cours des années de la signalisation SCTE 104 et SCTE 35. Donc, l'origine de tout ça, c'est le SCTE, vous le savez, c'est l'équivalent câblo-distribution du SMPTE, c'est le Society of Communication and Telecom Engineering, je crois, là, aux États-Unis. Et je dirais souvent, là, c'est un peu le modèle que je crois que CNN, dont CNN a été un peu le précurseur, ce modèle d'une chaîne de télévision qui était dédiée à être distribuée sur les réseaux câblés, les réseaux des câblos-distributeurs. Donc, dès le début, CNN avait une relation commerciale avec les Comcast et Time Warner de ce monde. Donc, c'est un peu eux qui ont établi les règles. Donc, dès le départ, c'était la notion qu'une chaîne thématique, c'était une chaîne auquel les télédiffuseurs devraient s'abonner. Et donc, pour rendre le modèle viable et attirant aux câblos-distributeurs, il avait été entendu que les câblos-distributeurs auraient l'occasion de vendre de la publicité, donc de partager les revenus publicitaires associés à une chaîne. Donc, dès le début, il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place pour permettre de faire de l'insertion de publicité de façon locale, souvent par des câblos-distributeurs. Ça a été repris par la suite par d'autres pour faire de l'insertion de contenu local sur non pas de la publicité, mais du contenu de programmation. Mais on va voir un peu l'évolution. Donc, c'était quoi? C'était il y a 20 ans, j'imagine, là, que ces choses-là ont vu le jour, peut-être 20, 25 ans. C'était des Q-tones analogiques. Lat insertion, donc c'était un Q-tone inserter, donc quelque chose qui était audible, un Q-tone, donc quelque chose qui était audible. C'était des DTMF audio cues qui étaient insérés dans le fond sur un programme audio et qui étaient transmis et en fait captés par le récepteur satellite, décodés, et qui avaient ensuite un effet sur les éléments en aval pour justement substituer la publicité à certains moments de l'heure de programmation. Donc, les DTMF, c'est ça, c'est des Dual Tone Multi-Frequency. C'est l'équivalent à des tons associés à un téléphone à clavier. Donc, des combinaisons de chiffres, là, 2 chiffres ensemble font un multi-frequency tone. Et ça représente un tableau justement là, des associations des DTMF avec certaines chaînes connues aux États-Unis. Donc, AMC, A&E et MTV, par exemple. MTV, c'était 987. Donc, ce qui veut dire que quand un récepteur satellite était syntonisé sur la chaîne MTV, bien, il s'attendait à recevoir aux 30 minutes des Q-tones at the top of the hour, at the bottom of the hour, justement pour faire une insertion de publicité locale de l'équivalent de quoi? D'une minute. Donc, c'est de l'audio. On l'entend, là, quand souvent, j'ai entendu ça une fois, j'étais chez un client. C'était une infrastructure, c'était un câblo-distributeur où tout était analogique à l'époque. Puis on entendait justement, venant de plusieurs chaînes, on entendait les Q-tones qui avaient lieu. Puis eux s'en servaient justement pour faire de la substitution de contenu, de l'insertion de publicité locale. C'était analogique, donc c'était restreint. Donc, c'est là qu'on a vu, puis ça c'était probablement, j'imagine, je n'ai peut-être pas vérifié tous les détails, mais j'imagine que c'était peut-être il y a 12 ans, 15 ans, les SCTE 104 et les SCTE 35. Donc, c'était pour de l'insertion numérique où la substitution de contenu était faite dans le domaine compressé. Donc, le pendant analogique, si on veut, là, le SCTE 104, non compressé, mais enfin, on peut l'appeler numérique, avait aussi un pendant numérique compressé qui est le SCTE 35. Alors, dans ce cas-ci, le Q-inserter
il est numérique. Donc, dans le fond, c'est des métadonnées qui sont représentent insérées au niveau du VANC d'un signal SDI, qui sont acheminées vers, dans ce cas-ci, dans un encodeur MPEG, qui le convertit dans un pendant numérique ou compressé, donc un sous-programme, si on veut, un programme MPEG, SCTE35, et ça, c'est véhiculé justement jusqu'au récepteur satellite et vers d'autres plateformes au niveau d'un head-end d'un distributeur, d'une tête de réseau, d'un câbleau distributeur ou d'un satellitaire. Donc, ces DPI, là, Digital Program Insertion Qtones, ils étaient déjà, en fait, plus compétents en termes du type d'information qui pouvait être véhiculée. Ça incluait des commandes et des données d'intervalle, les pre-roll time, les break duration, les avail number. Mais on sentait aussi, si vous remarquez le terme pre-roll, c'était un peu basé sur les réalités de l'époque, la réalité donc, purement analogique où les équipements qui servaient justement pour faire la substitution de contenu, c'était des VTR. Donc, il fallait leur donner un certain temps justement pour que le VTR soit en opération adéquate. Donc, c'était un peu l'évolution entre le modèle analogique et le modèle numérique. Mais malheureusement, ce modèle-là avait des restrictions. Des restrictions qui, dans le fond, on va le voir, faisaient que le modèle existant n'était pas adéquat pour les notions de distribution sur plusieurs plateformes. Mais quand même, ce modèle-là, ce qui a permis, là j'ai fait exprès pour montrer CNN, ça permettait une chaîne particulière de mettre son signal à l'antenne, évidemment de faire des publicités nationales, donc du savon Tide. Ces publicités-là faisaient leur chemin jusque chez les câbleaux distributeurs. Mais, comme je l'ai dit tantôt, à des intervalles prévisibles au début, au top of the hour, bottom of the hour, c'est à ce moment-là que les Qtones étaient insérés, la signalisation était donnée, avertissant justement les affiliés, dans le fond, les câbleaux distributeurs et les satellitaires, les affiliés des chaînes thématiques, qu'il y avait un espace de temps, un available time slot, dans lequel, commercialement ou par contrat, ils avaient la possibilité, s'ils avaient un service de vente de publicité, d'insérer leur publicité. Et dans le fond, ça a été mis en service. Si vous regardez, par exemple, je crois, là, je donne l'exemple si vous regardez CNN si vous êtes abonné Vidéotron, vous allez voir que à peu près aux mêmes intervalles, au début, à chaque heure, chaque demi-heure, vous allez voir sur CNN des publicités de Vidéotron. C'est simplement que Vidéotron reçoit de CNN à Atlanta les Qtones, SCTE 35, mais Vidéotron préfère, dans ce cas-ci, ne pas vendre la publicité générale. Ils font de l'auto-publicité, ils mettent la publicité de leur service sur CNN. Donc, ce modèle-là, il a été exploité. Je dirais qu'il a même été très bien exploité parce que beaucoup de câbleaux distributeurs aux États-Unis, en fait, s'en sont servis pour non pas faire simplement de la publicité régionale, vendre leur publicité, mais ils ont en fait sous-divisé les différents centres métropolitains où ils œuvrent en ce qu'ils appellent des ad zones. Et les ad zones, en fait, souvent représentent une certaine démographie. Donc, souvent, ils ont même axé, je dirais, toutes leurs opérations vers vers des régions qu'eux considèrent des ad zones. Ce qui veut dire que la publicité qui est insérée pour un local hub, ou en fait pour une portion de leur espace d'opération dans une zone métropolitaine aux États-Unis, en fait, ils font l'insertion d'une publicité locale ou ultra-locale, alors qu'à l'autre bout de la ville ou dans une municipalité avoisinante, c'est une autre publicité qui est insérée.
Donc, c'est un modèle qui a un certain succès. C'est utilisé à travers le monde. Je dirais que les États-Unis, les Américains sont ceux qui l'ont probablement exploité au maximum. Mais comme je disais tantôt, c'est quand même un modèle qui, avec l'over-the-top et la distribution sur plusieurs plateformes, on a rapidement vu qu'il y avait des failles ou des restrictions, des limitations dans le mécanisme. Et le premier, dans le fond, c'est qu'il n'existait pas de méthode, enfin, d'adresser la signalisation à différents intervenants. C'est-à-dire que le signal qui était émis par CNN ou HBO sur la chaîne, sur une chaîne particulière, il était en fait destiné à tous les affiliés de CNN, de HBO ou de Turner. Donc, tous les câblos-distributeurs aux États-Unis, tous les satellitaires aux États-Unis recevaient la même information. Et donc, justement, quand on parle de gestion de contenu selon la géographie, selon les droits, les droits de chaque genre d'intervenant, c'était une grosse limitation. Donc, même message destiné à tout le monde. Et deuxièmement, il y avait très peu de place dans le protocole pour que des informations qui en fait, décrivent le contenu ou le genre de programmation ou, dans le fond, qui identifient à quoi le contenu est destiné. Donc, c'était deux restrictions, justement, qui retenaient l'utilisation des protocoles SCTE 104 et SCTE 35 dans leur état précédent. Donc, pour des câblos-distributeurs qui voulaient eux aussi créer leur service de over-the-top, VOD ou catch-up TV, c'est des informations qui leur étaient fondamentales. Par exemple, Time Warner a sur son site, ils ont une description complète de leur service over-the-top ou TV Everywhere. Et on peut voir justement la grille de programmation, toutes les chaînes qui sont disponibles, le contenu de façon linéaire, mais aussi le contenu qui est disponible de façon non linéaire. Et c'est clair que pour Time Warner, eux, il faut que de façon dynamique, il faut que leur site, dans le fond, ou que leur service soit synchronisé de façon dynamique avec tout ce qui est mis à l'antenne ou tout le contenu, dans le fond, qui est rendu disponible tous les jours par chacune des chaînes. Donc, ils doivent se synchroniser et ils doivent être mis au courant, eux, de savoir si, par exemple, une émission en particulier, si eux ont le droit de la diffuser. Parce que si, par exemple, Conan, qui est une émission de Turner crée cette émission-là, ils en sont propriétaires. Donc, c'est normal que Turner accorde les droits à Time Warner de redistribuer ce contenu-là de façon non linéaire sur leur service. Mais ce n'est pas vrai d'une autre émission que Turner pourrait mettre à l'antenne. Donc, on a vu, depuis 2 ou 3 ans, différents projets ou différentes méthodes qui ont été mises en place justement pour essayer d'automatiser ou de maximiser l'efficacité de gestion d'un service over-the-top ou de télévision non linéaire. Et j'ai pensé à cet exemple-là, c'est STV en Écosse. Donc, STV, c'est la filiale écossaise de ITV, donc un réseau de télévision privé, avec sa filiale écossaise dans laquelle ils ont décidé d'offrir au public la possibilité de regarder les émissions de STV, mais sur un iPad, donc de façon non linéaire ou de façon streamée. Mais ils étaient les premiers à reconnaître qu'ils devaient régler des questions de royauté, de droits de distribution. Et ils ont tout de suite vu qu'il n'y avait pas de mécanisme. C'était il y a à peu près 3 ou 4 ans. Il n'y avait pas vraiment de mécanisme en place pour essayer d'établir ça. Alors, ce qu'ils ont fait, dans le fond, ils se sont tournés vers une petite compagnie basée en Angleterre, qui a développé pour eux
un environnement software qui leur permet justement de transcoder du contenu, d'interfacer avec des plateformes de publicité, un peu pour justement assurer un aspect commercial et profitable à tout ça. Mais ils s'étaient en fait penchés vers un aspect de l'infrastructure de diffusion linéaire de la chaîne, c'était le système d'automation. Il s'avère que c'était un système d'automation de Grass Valley. Et ils l'ont fait parce qu'ils reconnaissaient qu'au niveau de la chaîne de diffusion, c'était un système comme le système de trafic ou le système d'automation qui avait, dans le fond, accès à une série de données qui étaient très utiles pour essayer d'établir certaines règles de publication ou de non-publication du contenu vers les plateformes over-the-top. Donc, c'est simplement pour montrer que les gens ont tout de suite reconnu justement ces restrictions qui existaient, mais qui se sont penchés vers des infrastructures existantes pour essayer d'extraire des données ou des métadonnées pour ensuite, en fait, établir des mécanismes de décision sur la distribution du contenu. Mais le plus gros problème de ça, c'est que c'est, dans le fond, c'est une solution sur mesure qui ne serait peut-être pas nécessairement réplicable ailleurs chez un autre télédiffuseur. De là, les standards et la SCTE qui a été impliquée de ce côté-là. Et dans le fond, c'est un peu le sujet de la présentation, c'est les évolutions qui ont été apportées aux standards SCTE 104 et SCTE 35 en 2013 et en 2014, justement pour aller au-delà des restrictions que j'avais décrites plus tôt. Et ce qu'on a vu, justement, dans ces évolutions-là, c'est, dans le fond, c'est des tables, parce que c'est ça, le SCTE 104 et SCTE 35, ce sont des tables de données dans lesquelles, dans le fond, des données qu'on peut insérer dans le VANC SDI, dans le cas du SCTE 104, avec des choix de type d'opération qui sont associés à ces données-là. Et donc, ces évolutions-là, ben, c'est qu'on a simplement, on a standardisé l'utilisation de tables et de nomenclatures et de paramètres supplémentaires. Donc, on n'a rien enlevé de ce qui était là auparavant, mais on a simplement rajouté sur l'ensemble des données qui peuvent être véhiculées par ces systèmes de signalisation-là. Donc, on a rajouté des aspects de temps, des time signal requests. On a le multi-op messages, c'est-à-dire c'est qu'un message peut en fait être associé à plusieurs opérations indépendantes. Il y a l'aspect de tier descriptors. C'est un peu la notion que j'envoie un message et ce message-là est destiné à un certain genre d'opération ou d'associé ou d'affilié. Donc, chaque affilié ou chaque récepteur du signal, dans le fond, se considère comme un sous-ensemble de la masse. Donc, c'est, dans le fond, pour essayer d'établir cette notion de messagerie de 1 à quelques-uns plutôt que de 1 à plusieurs. Et le dernier élément, ben, et non le moindre, c'est l'aspect de segment descriptors, où on décrit le type de segment de contenu selon certains champs. Donc, dans le fond, dans lequel on décrit si du contenu est justement destiné à être envoyé sur à peu près toutes les plateformes ou destiné à un sous-ensemble de plateformes. Donc, ça, c'est des exemples justement là, de vues que j'avais capturées de différentes plateformes où on exploite justement ces notions de multi-op messages, de tier descriptors et tout le reste. Et au niveau des descriptions de segments, bien justement, vous le voyez tout de suite, là, Provider Advertisement Start, ça identifie que le segment, ce segment-là, en fait, c'est une publicité qui est la publicité du point d'origine de la diffusion de la chaîne, donc qui vient du broadcaster, alors que le 0x34 est un placement opportunity start, donc c'est la signalisation pour dire « Ah, voici l'occasion pour vous de substituer le contenu », ainsi de suite. Puis ça, c'est simplement quelques exemples de la série de valeurs et de champs qui sont utilisables. Donc, je ne les ai pas comptés, mais ils sont très nombreux.
mais en fait, ce qu'on a tout de suite observé, c'est qu'en parlant à différents clients, c'est surprenant comme les gens, dans le fond, s'entendent pour utiliser un sous-ensemble des méthodes qui sont disponibles. Donc, il y a déjà, là, dans l'espace de, je dirais, dans l'espace de 12 mois, à peu près tout le monde s'est rangé, toute la communauté s'est rangée pour en fait exploiter, je dirais que peut-être les 10% de la messagerie qui était, de la nouveau type de messagerie qui était maintenant disponible. Donc, les standards ont évolué, la messagerie a évolué. Par contre, il y a un élément qui quand même préoccupait les télédiffuseurs, les broadcasters, c'était au niveau de leurs opérations. À qui accorder les responsabilités de gérer et de voir la bonne opération des services d'over-the-top. Puis, c'est souvent le thème qu'on utilise depuis quelques années. Là. Chaque fois qu'on présente une nouvelle solution chez Grass Valley, on dit toujours la réalité chez les télédiffuseurs, peu importe où ils se trouvent dans le monde, c'est qu'on nous en demande plus, les budgets ne sont pas plus gros, donc on a besoin d'être plus efficace. Et c'était un peu l'histoire que je racontais tantôt. Là. Pendant 5 ans, tout ce qu'on entendait au niveau de l'over-the-top, c'était comment est-ce qu'on va faire de l'argent avec ça? Personne ne le sait. Les gens ont emboîté le pas, ils ont lancé des services, mais ils ont toujours, je dirais, ils ont toujours le casse-tête à affronter, c'est comment intégrer ces responsabilités-là au sein de gens et d'organisations et de structures où l'ensemble des employés sont déjà très occupés, sont déjà chargés avec énormément de responsabilités. Donc, on nous avait dit, c'est un peu pour ça là, qu'on avait été impliqués, c'est nos clients nous disaient, bien, si vous voulez être impliqué avec nous, il faudrait que les solutions qu'on développe conjointement nous aident, dans le fond, à minimiser l'impact sur nos opérations actuelles, évite qu'on ait à engager du personnel dédié à ces plateformes-là. Dans le fond, on veut intégrer des nouvelles choses en minimisant au maximum l'impact sur nos opérations. Et nos gens en diffusion sont déjà occupés à faire la gestion de plusieurs chaînes. Il y a des événements qui sont en direct, des modifications à l'horaire qui ont lieu tout le temps. Ils doivent être très réactifs, très attentifs. Justement, cet aspect-là de contenu en direct, ça implique des choses qui, dans le fait, de la programmation qui va en temps supplémentaire, des overruns et underruns. C'est déjà assez compliqué pour une chaîne linéaire. Qu'est-ce que ça va représenter si, en parallèle, il faut qu'on gère le même contenu, mais pour diffusion sur d'autres plateformes? Donc, c'était un peu ça le défi qu'on nous avait présenté. Ils nous avaient dit, certains clients nous avaient dit, bien, on a déjà un système d'automatisation, on veut essayer de minimiser l'impact. Donc, ça représente un peu un projet chez un de nos clients qui avait déjà une infrastructure, comme j'ai dit, qui avait déjà décidé d'établir leur système over-the-top. Ils avaient un système d'automation de Snell. Ils avaient de l'encodage, de la compression de chez Harmonic. Pour le service over-the-top, ils se sont penchés vers Elemental pour le transcodage. Le CDN, c'est Akamai. Il y a d'autres joueurs. Et dans le cadre de ce projet-ci, justement, Grass Valley avait été impliqué dans le développement de ce qu'on appelle un SCTE 104 Inserter. En le fond, c'est la XVP 3901 de densité de Grass Valley. Mais on avait intégré justement la XVP avec le système d'automation de Snell, ainsi qu'avec les plateformes de contrôle, les surfaces de contrôle d'INF. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le but de tout ça, justement, c'était que le diffuseur voulait offrir un service over-the-top. Il y avait déjà ses relations commerciales avec ses affiliés, les câblo-distributeurs et les satellitaires partout aux États-Unis. Et donc, pour la télévision linéaire, c'était déjà entendu que avec les versions antérieures du SCTE 104, il faisait de l'insertion de publicité
locale. Mais là, il n'était pas question pour le client d'établir leur modèle commercial, essayer d'insérer de la publicité sur les plateformes mobiles. Ils avaient décidé dès le début que le service over-the-top, ce serait un service qu'eux offraient aux câbleaux et aux satellitaires et que la gestion de tout ça se ferait par leurs affiliés, mais que surtout que l'insertion de publicité, ça serait complètement du recours de leurs affiliés. Donc, dans ce cas-ci, ce qui était important justement, c'était que il y ait des méthodes de distinction de la signalisation entre la transmission linéaire et qu'il y ait des méthodes justement pour réagir spécifiquement sur la distribution non linéaire ou over-the-top. Donc, c'est un peu le modèle, justement, c'est que le SCTE 104 qui est généré par la XVP densité est converti en SCTE 35. Ces données-là, en fait, sont reprises par, là, je recule, par le Adaptive Bitrate Transcoder de Elemental. Il incorpore les données SCTE 35 dans les manifest files des segments qui sont encodés en HLS et tout ça. Et ces données-là sont véhiculées tout à fait vers la droite au sein des systèmes de distribution des câbleaux et des satellitaires. Et là, ils servent de ces données-là, du SCTE 35 et à même les segments HLS, pour faire ce qu'ils appellent du stitching, du add stitching. Donc, ils n'utilisent pas le terme de add insertion, mais vraiment de stitching. Et donc, c'est une plateforme qui est, dans le fond, complètement indépendante de l'add insertion numérique qui est en place, mais qui, dans le fond, a une relation directe avec chaque iPad ou chaque surface utilisée pour visualiser le contenu over the top. Donc, je dirais, non seulement c'est plus intelligent comme type d'information, mais c'est de l'information qui va plus loin et, dans le fond, qui sert justement à être beaucoup plus interactive et établir une relation quasiment one-to-one avec chaque personne qui consomme le contenu. Donc, ça pourrait être très puissant. Donc, revenons, dans le fond, aux opérations. Donc, j'avais dit que le défi pour nous, c'était de fournir des fonctions qui permettraient justement au même opérateur de pouvoir gérer les chaînes et de réagir de façon efficace sans avoir des responsabilités tellement plus complexes. Et c'est pour ça qu'on s'est interfacé aux plateformes de DNF Control. C'était justement que sur certaines chaînes, il y avait des matchs de basketball, des matchs de football et tout le reste. Il y avait, par exemple, il nous disait que dans certains cas, c'était des courses automobiles de NASCAR. Dans l'éventualité où il y avait beaucoup de pluie, les courses, les événements de course étaient en fait retardés. Donc, le télédiffuseur en question avait besoin de mécanismes justement pour signaliser au niveau du SCTE 104 et SCTE 35, à savoir s'ils entraient ou ils sortaient de différents types d'événements. Donc, c'était pour aller, dans le fond, de façon manuelle, envoyer des données prédéfinies de différents cas d'opération auxquels ils devaient faire face pendant la diffusion en direct. Mais tout ça pour dire que l'essentiel des données exploitées au niveau du SCTE 104 venaient en fait du système d'automation et sont véhiculées de façon sérielle dans ce cas-ci vers les cartes densité, les XVP. Et dans le cadre de tout ça, on avait établi une plateforme supplémentaire, c'est qu'on avait we close the loop, c'est-à-dire qu'on avait non seulement pris en charge la signalisation des données,
mais on a fait évoluer la plateforme de monitoring de multi-images Kaleido IP. Donc, le Kaleido IP a été évolué justement pour qu'il permette de traiter, de faire le décodage de flux HLS, de flux Adaptive Bitrate, dans le fond, de façon à ce que l'opérateur puisse voir, dans le fond, sur son Kaleido, sa chaîne de diffusion, le signal d'origine en sortie du serveur principal, secours, le signal qui est envoyé au satellite et, dans le fond, le retour satellite. Puis, dans le bas, c'est le décodage au niveau du Kaleido IP, du stream généré par dans ce cas-ci, par la plateforme Elemental, dans lequel, justement, sont véhiculées les données SCTE 35 qui ont été converties en aval de l'inséreur SCTE 104. Donc, c'était ça, là. C'était une combinaison des produits densité, du Kaleido IP et d'e-control pour faire le monitoring. Donc, tout ça pour dire, c'est des fonctions qu'on a au niveau des produits de Grass Valley. Je ne veux pas trop en parler parce qu'on n'est pas supposé trop en parler. Ce qui m'amène justement à vous poser une deuxième question, un deuxième sondage. Selon vous, quel est le défi principal auquel font face les gens qui veulent faire la mise en service d'un service OTT? Alors, j'ai parlé des droits de distribution. Il y avait les questions du contenu, à savoir si le contenu était justement approprié ou pas. Il y a les aspects concernant le direct, de dealer avec les notions de direct. Un que je crois qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est la coordination nécessaire entre tous les agents et les plateformes. Donc, entre les Content Delivery Network, les Online Video Platforms, les Ad Decision Platforms. C'est une mini-jungle de ce côté-là. Je suis vraiment curieux de savoir si vous avez des opinions à ce sujet-là. Donc, tout le monde a voté? Ah! Donc, les droits de distribution. Intéressant, intéressant. Je pense que je vais sauver ça, ces données-là. Ce n'est pas tout à fait le même type de résultat que j'avais eu dans le passé. Là, je crois que c'est à peu près ça. C'est simplement d'autres exemples, justement, de données, parce que les gens de l'autre côté de l'équation, les câblos et les satellitaires, ont aussi œuvré dans l'évolution des plateformes. J'ai fait référence à ça plus tôt, là, justement. C'était que pour un Comcast ou un Time Warner ou un DirecTV qui offre un service over-the-top ou de télévision par IP sur différentes plateformes à ses clients, bien, il y a certains programmes, justement, qui sont destinés à différents types de distribution. Puis on le voit tout de suite quand on fait une petite recherche au niveau du site Web. On voit tout de suite, justement, ce problème-là, c'est-à-dire que ces restrictions-là sont tout de suite exposées aux consommateurs potentiels du contenu. On leur montre que le contenu, justement, est accessible ou non accessible selon différentes plateformes. Et justement, je dirais qu'une des raisons pour laquelle le point particulièrement intéressant, c'est que s'il n'y a pas de changement à l'horaire, si l'horaire de diffusion est prévu et prévisible à l'avance, c'est une chose, mais c'est justement ces notions où il y a des changements à l'horaire, où les plages de diffusion de certaines émissions peuvent changer à la dernière minute. Et c'était un vrai casse-tête pour des gens comme DirecTV et Time Warner, parce que eux, en parallèle de ce qui se faisait chez les télédiffuseurs qui faisaient des implémentations, un peu des implémentations maison de leur propre service, ces gens-là, justement, se disaient, mais vers quoi on va se pencher, justement, pour synchroniser, si on veut, l'horaire ou les données de nos services internes d'over-the-top et de télévision sur différentes plateformes pour, dans le fond, réagir à ces changements-là.
Alors, c'est des choses qui sont importantes. Donc, tout contenu n'est pas nécessairement destiné à toutes les plateformes et c'est un problème qui affecte autant les télédiffuseurs que les rediffuseurs ou les distributeurs de contenu. Ça, c'est certains exemples aussi de choses qu'on a fait évoluer là, sur nos plateformes, justement, pour suivre l'évolution des plateformes. Donc, ce n'est pas des nouvelles fonctions, c'est des fonctions qui étaient en place dans le passé sur les systèmes de diffusion ITX, mais on a tout de suite, là, c'était au cours de l'année dernière, on a vu le besoin, en fait, on s'est fait rapidement poser la question par certains de nos clients qui avaient ce cas-là. Ils recevaient, par exemple, de CNN ou de HBO ou de Discovery Channel, ils recevaient ces nouveaux bouquets de données SCTE 104 ou SCTE 35. Donc, ils s'attendaient à ce qu'un système qui était utilisé pour faire du reformatage ou de la rediffusion ou du turnaround de contenu, que le système de mise en onde, justement, puisse réagir. Donc, c'est des évolutions qu'on a établies dans nos plateformes pour suivre l'évolution des normes. Donc, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à présenter. Si vous avez des questions, j'espère que... Ouais, j'ai peut-être pris un peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ah, monsieur. Non, je ne réponds pas. J'ai dit à ce groupe-là, là, il n'y a pas de réponse. Ouais. Il y a une distinction. Donc, il y en a une qui s'applique à un signal SDI, SCTE 104. Et l'SCTE 35, bien, une fois que le signal SDI est converti en flux MPEG, l'SCTE 35, c'est à peu près l'équivalent. Donc, les données sont équivalentes, pas nécessairement structurées de la même façon, mais je dirais que pour l'essentiel de ce que j'ai présenté, c'est l'équivalent. Pas de réponse. C'est un collègue, donc on peut se permettre des choses. La colle, maintenant, quel standard SCTE 104 utilise dans les SMPTE pour être transporté dans l'SDI? Côté SMPTE? S'il y a un numéro de standard, ça, je ne le sais pas. 2031. 2031. Mais merci, M. Marcotte. On est tous plus renseignés grâce à vous. 2031? D'accord, merci. Souvenez-vous de ça. On ne vous laisse pas sortir si vous ne répondez pas à la bonne question. Oui. Je me demandais au niveau du stitching de la publicité, est-ce que c'est ça qui est utilisé par les adblocks pour bloquer justement ces publicités-là? Pour bloquer les publicités? Tout ce que je sais. Puis la relation, je vous avoue, là, la relation est assez complexe. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment énormément d'uniformité de la façon que c'est effectué. Mais tout ce que je sais, c'est que les données SCTE 35, on les voit dans le file manifeste d'un segment HLS. Comment elles sont exploitées et comment les Ad Decision Platforms sont impliquées et quels champs sont utilisés, quelle télémétrie est utilisée justement pour l'insérer, je ne peux pas prétendre en savoir tellement de ce côté-là. Il y a plusieurs joueurs, je dirais qu'il y a probablement plusieurs technologies et j'ai un collègue qui se penche sur ça là, pratiquement à temps plein et à toutes les 3 semaines, qui organise de nouvelles appels-conférences avec une nouvelle compagnie qui a déniché. Puis, je n'ai pas encore établi assez de relations pour établir qu'il y a vraiment une seule méthode ou qu'un ensemble de méthodes ou de pratiques qui sont courantes dans l'industrie. Tout le monde, cet écosystème, ma dernière question, là, où je parlais de l'écosystème, ça sera probablement le sujet de ma prochaine présentation. Puis probablement, cette question du ad stitching est
le défi, un des défis justement pour nos clients, les télédiffuseurs, justement, je parlais tantôt des stations locales qui veulent en fait envoyer tout leur contenu de nouvelles sur over the top ou de façon non linéaire. Pour eux, il n'est pas nécessairement question qu'ils aient recours à un service purement externe pour justement faire l'ad stitching, parce que dans le fond, tout leur business, c'est une business de vente de publicité. Donc, ce qu'eux recherchent, c'est, dans le fond, on dit « it's a loop back into their workflow », c'est-à-dire que la substitution de contenu qui se ferait par un ad stitching service, mais ça soit quelque chose qui soit, en fait, qui soit intégré avec leur système de trafic pour qu'ils puissent reconnaître, justement, que la publicité comme telle qui avait été potentiellement vendue ait bel et bien été placée dans une démographie particulière ou chez tel type de clients ou d'abonnés. Mais au niveau des méthodes en cours, j'en sais pas plus. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Non? Si vous avez autre chose, merci beaucoup, François, pour cette bonne présentation. Une main d'applaudissement.